À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach. Bonjour, je suis Véronique Vavre et aujourd'hui je suis accompagnée de Nadine Apolloni, responsable des projets de conservation de l'alouette lulu dans l'arc jurassien. Nous allons découvrir l'univers des alouettes lulu et l'importance des pâturages boisés. Alors pour commencer, je m'intéresse à la distinction entre l'alouette des champs et l'alouette lulu. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais surtout entendu parler de l'alouette des champs. J'imagine un petit oiseau brun, strié de touches plus sombres et au chant particulièrement remarquable. Et comment se différencie l'alouette lulu, du coup ? Les gens me posent souvent la question, c'est vrai que l'alouette des champs, c'est plutôt un nom pour la plupart des gens qui s'intéressent aux oiseaux, mais l'alouette lulu est quand même plus rare et moins connue. L'alouette lulu ressemble quand même assez fortement à l'alouette des champs au niveau de la morphologie. Mais elle est plus petite, elle a une queue plus courte, elle a le bec plus fin aussi, et un sourcil blanc assez marqué au-dessus de l'œil. Donc c'est vraiment les signes qui la distinguent. D'où vient ce nom de Lulu ? L'alouette lulu, en fait, son nom vient surtout de son chant, qui est très mélodieux, où elle lulule, justement. L'alouette lulu. Lulule, elle lulule, exactement. D'accord. En Suisse, où est-ce que je peux la trouver alors cette alouette, l'alouette lulu ? Alors l'alouette lulu est aujourd'hui principalement sur les crêtes jurassiennes, je dirais de la partie centrale du Jura et jusqu'à l'ouest du Jura. Vraiment en moyenne montagne, dans les pâturages boisés, il y a à peu près la moitié de la population suisse qui est dans cette région-là. Après, il y a aussi dans les vignobles, surtout valaisans, où il y a une bonne population, une bonne partie des populations suisses. Après, il y a des plus petites populations, dans les grisons notamment. Après, il y a aussi dans le Randen Schaffhausois, où il y a une population, une plus petite, mais qui aujourd'hui s'est bien rétablie aussi. Et après, il y a des tout petits spots par-ci, par-là, où il y a encore l'alouette lulu. Mais il n'y en a pas énormément en Suisse. Non, alors c'est des densités aussi très faibles, justement sur ces crêtes, en altitude. La saison est plus courte aussi, donc aussi au niveau de la reproduction, c'est moins avantageux finalement pour l'alouette lulu. On estime qu'on a entre 250 et 300 couples en Suisse. En Suisse, donc c'est très peu finalement. Quel est l'environnement idéal pour l'alouette lulu ? Elle apprécie justement des milieux assez ouverts, mais parsemés de structures verticales. Donc ça peut être des arbres isolés, ça peut être aussi des buissons, des petites bosses aussi, des perchoirs comme des piquets. Alors elle aime bien qu'il y ait vraiment une certaine diversité en structure dans son milieu, ça c'est une condition de base je dirais. Mais pas trop non plus, donc il ne faut pas que ça soit trop fermé. Souvent, ça se situe entre 10 à 15% de structure verticale. Et ce qu'elle aime au niveau des surfaces pour rechercher la nourriture et construire son nid, c'est une végétation assez clairsemée, pas très dense, et puis qui pousse pas très haut, en fait, qui reste relativement basse et rase, si on veut, pour rechercher justement les insectes au sol et pour construire aussi son nid dans une touffe d'herbe, par exemple. Autre chose qu'elle apprécie, ou bien qu'elle semble apprécier beaucoup dans son milieu, c'est d'avoir une vue assez lointaine, vraiment un beau panorama aussi. Donc elle apprécie très souvent les sites où on a une magnifique vue. Magnifique, comme sur les crêtes du Jura. Exactement. On contemple les Alpes avec l'alouette lulu. Ah, c'est bien. Et tu as dit qu'elle fait son nid dans l'herbe. Comment ça fonctionne ? Alors oui, souvent elle choisit en fait juste une touffe d'herbe. Elle va creuser juste avec ses pattes une petite cuvette qui va parfois être un peu recouverte par la touffe d'herbe autour, d'herbe un peu sèche. Et c'est tout en fait. C'est un nid tout simple, juste une petite cuvette en plein milieu du pâturage très souvent, ou bien dans les vignes aussi. Tu disais qu'elle niche un peu en altitude dans le Jura. On peut la voir de quand à quand ? Alors l'alouette lulu est en fait une migratrice à courte distance, donc elle va
pas très très loin si on veut, elle va jusqu'au sud de l'Europe, hein, très souvent pour hiverner, et elle revient déjà très tôt en saison. On peut déjà l'observer à partir de fin janvier, mais surtout à partir de la mi-février. Même en moyenne montagne, dès que la neige commence à partir, à fondre, elle occupe déjà en fait les sites où elle est présente habituellement. Et après, elle reste assez long en saison, donc les nicheurs restent souvent jusqu'à fin juillet, voire début août. On peut après encore voir passer des alouettes lulues en migration jusqu'à mi-novembre, voire fin novembre. Mais le passage culminant après en migration à l'automne, c'est à la mi-octobre à peu près, où on peut voir des grands groupes d'alouettes lulues passer. Elles se mélangent souvent à des groupes d'alouettes des champs en migration. Elles migrent ensemble. Elles migrent ensemble, exactement. D'accord. Elles vont au même endroit également? Alors, elles vont au même endroit aussi. L'alouette des champs va aussi justement au sud de l'Europe. L'alouette Lulu est sur la liste rouge. Elle est vulnérable. Quels sont les dangers qui menacent l'alouette Lulu? Alors en premier lieu, la disparition de son habitat, parce que justement elle a besoin d'une végétation clairsemée. Cette végétation en fait, elle est finalement maintenue que par une exploitation assez extensive, donc elle est vraiment liée aux milieux qui sont utilisés par l'agriculture, mais pour les populations jurassiennes aussi par la sylviculture, donc par l'exploitation du bois. Aujourd'hui on a souvent le problème que les herbages, ou bien le milieu où il y a les herbages, devient de plus en plus ouvert. Les structures comme les arbres isolés, ou bien un peu cette zone de transition entre la forêt et puis l'herbage, devient de plus en plus nette si on veut. Donc on a la forêt ou le milieu ouvert, et puis la zone de transition disparaît en fait. Et c'est justement cet équilibre qu'il faut essayer de maintenir. Ce qu'on a plus souvent aujourd'hui, c'est que les surfaces, surtout herbagères, sont exploitées de manière de plus en plus intensive. Un peu ce pâturage d'estivage traditionnel. C'est un travail aussi gigantesque pour l'agriculteur, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est aussi les exploitations qui ont changé aujourd'hui, c'est le mode d'exploitation qui a changé aujourd'hui. Donc c'est aussi des surfaces qui sont difficiles à exploiter, qui demandent beaucoup de travail. Et aujourd'hui, on a aussi plutôt la tendance en fait que d'une part on les abandonne ces surfaces, ou alors on les intensifie dans l'exploitation. Souvent, on amène plus de bétail sur le pâturage, ou alors on pâture pendant des plus longues périodes, on rase tout le pâturage, ou alors il y a carrément parfois une transformation des pâturages en prairies de fauche, où on va aussi éliminer les éléments qui peuvent être un obstacle à la faucheuse, si on veut. Donc on va vraiment aussi un peu aplatir le terrain, parfois avec des méthodes un peu plus drastiques, comme le girobroyage, exactement. Voilà. Ouais. Oui, où on va pulvériser en fait les cailloux, voire les enlever, les éliminer vraiment des pâturages pour pouvoir en fait l'exploiter plus facilement avec des machines. C'est légal ça, le girobroyage? Chaque canton tranche différemment sur la question. Il y a des cantons où ils disent clairement le girobroyage en estivage ou bien sur des surfaces extensives, c'est interdit, on n'ose pas le faire. Après, il y a des cantons où c'est soumis à autorisation, ça dépend aussi des surfaces, quel pâturage. Il y a aussi certaines règles, mais ça peut être soumis à autorisation et moyennant une demande de permis, on peut, dans certains cantons, passer le girobroyeur sur certains tronçons. Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour aider cet oiseau? Comment améliorer ses habitats? Ça dépend à quelle échelle on se place, bien sûr. Je dirais que tout un chacun a en premier lieu peut-être une influence par ceux qui l'achètent, ceux qui le consomment finalement. Ça commence peut-être par la viande, par le lait qu'on consomme. C'est vrai que le lait d'industrie aujourd'hui, donc le lait qui est très bon marché, mais qui est aussi mal rétribué pour les agriculteurs, il va quand même plutôt favoriser une exploitation assez intensive des herbages, donc où il faut beaucoup d'herbages, où il faut peut-être importer même de la nourriture pour arriver à maintenir quand même un cycle de lactation, et puis une lactation assez importante des vaches à lait. Donc c'est aussi un peu par ce choix-là qu'on peut peut-être déjà un peu influencer quelque chose, peut-être un peu réfléchir, d'où vient mon lait, comment il est produit, d'où vient ma viande. Donc aussi cette mise au pâturage qui aujourd'hui est favorisée aussi par différents labels, je dirais. Ça peut quand même déjà influencer d'une certaine façon
aussi le milieu finalement de l'alouette Lulu. Après, c'est finalement l'agriculteur, dans les pâturages boisés aussi le forestier qui a une grande influence sur finalement le milieu. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour l'alouette Lulu? C'est peut-être aussi quand on va se promener justement en moyenne montagne, on va peut-être quand même rester sur les chemins, on va pas s'aventurer à faire un pique-nique, un feu en plein milieu d'un pâturage, même si c'est super joli et qu'il y a une superbe vue dont l'alouette Lulu veut profiter aussi. On fait quand même un petit peu de dégâts parce que justement on va peut-être déranger un couple qui est à proximité. Et du coup, toi, tu travailles pour protéger l'alouette Lulu, spécifiquement avec le parc du Chasseral en ce moment. Oui, alors il y a beaucoup d'activités avec le parc Chasseral. Ça fait déjà de longues années en fait qu'ils travaillent sur cette alouette Lulu qui est très présente et emblématique, je dirais, du parc Chasseral. Comme le parc est principalement composé quand même de crêtes, puis de pâturage d'estivage aussi, un grand pourcentage. Et puis justement de cette exploitation des pâturages boisés assez traditionnels sur plusieurs secteurs. Magnifique. Est-ce que dans ton travail, tu as déjà remarqué que les mesures que vous avez mises en place fonctionnent? Oui, on a déjà pu mesurer un certain effet de mesures qu'on met en place. En effet, on a pu constater quand des secteurs, par exemple, qui ont été fermés par la forêt ou bien où la forêt a assez progressé, notamment en pâturage boisé, on a vu revenir justement l'alouette Lulu dans ces secteurs-là. Et parfois aussi en plus grand nombre. Tout d'un coup, les sites étaient occupés pas seulement par un couple, mais tout d'un coup par 2, 3 couples, voire plus. Donc on a pu vraiment constater des effets positifs. Et puis aussi dans les sites où on a peut-être amené plus de structures, plus de postes de champs, avec des carrés de régénération, par exemple sur les pâturages, où on laisse pousser un arbre et puis des buissons. Et là, on a aussi vu que amener cette richesse structurelle, ça peut ponctuellement aussi améliorer l'habitat. D'accord. Donc, il y a de l'espoir que l'alouette Lulu arrive à remonter un peu ses effectifs en Suisse. Oui, les signes sont plutôt positifs, je dirais, dans plusieurs secteurs, comme notamment avec les recensements avec le parc Chasseral. On a constaté que sur plusieurs sites, elle était en augmentation. Et puis on constate justement sur plusieurs secteurs, cette année on a mené des recensements sur le Jura-Soleroy, où elle est aussi présente, l'alouette Lulu. On a aussi constaté une certaine augmentation dans plusieurs sites de l'alouette Lulu. Super. Et toi, c'est quoi qui te fascine dans ce travail? C'est quoi qui te passionne dans ce travail avec l'alouette Lulu? Premier lieu, je dirais les paysages, en fait le milieu. Pour moi, c'est aussi une identité, une région que j'adore. En premier lieu, je parle beaucoup justement du Jura, de l'arc jurassien, des pâturages boisés. C'est vraiment aussi un milieu que j'adore en fait, un paysage que j'adore, qui a aussi une certaine identité pour une région. Et ça m'est cher en fait que cette identité, ce patrimoine soit maintenu aussi, et puis que les générations futures puissent en profiter. Et après, il y a aussi les gens. J'aime beaucoup travailler vraiment avec les acteurs principaux, donc avec les agriculteurs, avec les forestiers. C'est souvent aussi un travail très enrichissant d'avoir aussi leur vue, parce qu'on vient avec une vue un peu idéaliste en tant que biologiste. On a toujours l'impression, oui, pour avoir l'habitat parfait, il faut faire ceci, cela. Mais c'est vrai que dans le travail d'un agriculteur, c'est parfois pas si facile à réaliser. C'est souvent un travail de longue haleine, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements qui n'est pas forcément bien rétribué. Donc c'est là aussi qu'on revient un peu sur terre, et puis on se rend compte que pour réussir justement il faut que tout le monde s'y mette un peu, puis que moi de mon côté aussi je dois peut-être aussi revoir certains principes, certaines idées, et puis écouter justement l'autre côté pour comprendre comment on arrive en fait à avoir ce milieu, ce pâturage extensif. Merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes sur l'alouette Lulu. On espère que les effectifs vont continuer à augmenter dans l'arc jurassien. Retrouvez-nous sur internet pour plus d'informations. www.fogelwarte.ch/alouette-lulu. Vous avez écouté À vol d'oiseau, un podcast de la station ornithologique suisse de Sempach.